Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il s'est fait connaître il y a 20 ans en battant le record d'Europe de la récitation des décimales du nombre pi, 22 514. Mais depuis, il bâtit une œuvre d'écrivain, de poète, mais aussi d'inlassable passeur entre le monde des neuroatypiques et celui des neurotypiques. Daniel Tammet est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche de Guillaume Buon. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires, programmes d'histoire essentiellement, de SVT un peu, à l'occasion de l'ouverture d'une spectaculaire exposition à Toulouse. Elle est baptisée Géant. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel pour le conseil de famille. Aujourd'hui, comment gérer les grosses scolaires des enfants. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Daniel Tammet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, poète, vous publiez aux arènes le livre des pierres, ils ont fait des étoiles, livre traduit de l'anglais par Clotilde Meyer. Traduit de l'anglais, on va pourtant le constater, vous parlez excellemment le français et vous avez d'ailleurs étudié une dizaine de langues. Mais ces capacités tout à fait exceptionnelles, elles ont une explication, peut-être un revers. Vous êtes doublement neuroatypique, à la fois autiste, Asperger de haut niveau et synesthète. Alors autiste, Asperger, on en a déjà souvent parlé sur ce plateau, peut-être qu'on y reviendra. Mais alors synesthète, jamais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? La synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui touche peut-être 4 ou 5% de la population. Phénomène où, quand on a une perception de quelque chose, c'est doublé d'une autre perception. Donc, c'est-à-dire, chez moi, je vois les mots et les chiffres également en couleur, avec des textures, avec des formes, des personnalités même parfois. Voilà, alors je disais que le 37, vous paraissez grumeleux comme du porridge, toujours. Toujours. D'accord, et les prénoms, ça marche avec les prénoms? Ça marche, ça dépend du prénom, parce qu'il s'agit de la couleur de la première lettre. D'accord. Donc Emmanuel? C'est vert. C'est vert, ok, super. Guillaume? Guillaume, c'est vert aussi, mais pas le même type de vert. Ok, bon, on est dans la même team, c'est déjà sympathique. Alors dans le livre, c'est pas de la poésie pour le coup, c'est pas un roman non plus, vous tracez, alors il y a du récit quand même, ça c'est important, mais vous tracez le portrait de 10 personnalités neuroatypiques, 9 pardon, oui, qui ont comme vous développé des compétences tout à fait exceptionnelles. Mais alors, je le disais aussi en introduction, tout ça a un revers, c'est que toutes ces personnalités témoignent aussi de beaucoup de difficultés, de beaucoup de souffrances. Oui. C'est un portrait de la neurodiversité, 9 hommes et femmes. Il y a un Français, Cédric Villani, le mathématicien. Pas n'importe lequel, très grand mathématicien, médailliste Fields, qui a eu le courage de parler de son autisme lors de la campagne pour la mairie de Paris. C'était pas forcément son choix d'ailleurs d'en parler ainsi, mais il a toujours été très ouvert par rapport à sa différence cognitive. Il y a également un enquêteur de police qui résout des cold cases de manière absolument extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'il a cette capacité de voir les détails avec une attention incroyable. Et de voir les choses que ses collègues très forts, sans doute, mais neurotypiques, ne voient pas forcément. Warren Hines, il s'appelle. C'est ça. Et alors, diagnostiqué très tardivement, il y en a 2 ou 3 dans votre... Plusieurs, mais même un chirurgien qui à 50 ans. Mais Warren, c'était à 50 ans, et le chirurgien a 63 ans, il a aujourd'hui 75 ans. Et, Monsieur Bowen, chirurgien de la main. C'est ça. Et à chaque fois, j'ai eu l'occasion de parler très longuement avec eux, de découvrir non seulement comment fonctionne leur cerveau atypique, mais aussi leur parcours, leur humanité, parce qu'il me semblait important d'ouvrir la littérature à ces récits-là. Autrefois, on parlait très peu de la vie des femmes, par exemple, ou des personnes LGBT ou des personnes noires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Heureusement, la littérature s'enrichit ainsi. Et il me semble qu'il y a encore une place, il y a quelque chose là où il y a les étagères, il y a un manque. Il y a un trou pour les neuroatypiques, leurs histoires. Leurs enfances, qui sont quand même souvent un petit peu compliquées, et notamment parce que c'est le moment où on rencontre à la fois les normes, et ils ont un rapport complexe aux normes, et les autres. Et le rapport aux autres n'est pas super simple non plus. Non, non. C'était mon cas aussi, donc né dans la banlieue londonienne, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi dans les années 80, c'était pas facile, on ne connaissait pas l'autisme à l'époque, très peu. J'étais très sensible, ce qu'on dirait aujourd'hui hypersensible,
par rapport aux lumières, par rapport au bruit. J'avais des crises d'épilepsie, ce qui est malheureusement assez courant chez les personnes neuroatypiques, heureusement soignées depuis très longtemps. Mais j'ai adoré les livres, j'ai adoré lire. La lecture m'a aidé à apprendre l'empathie, parce que dans les livres, surtout dans les romans, il y a des dialogues, on apprend à lire littéralement dans les pensées des autres. On apprend les émotions, on apprend le rapport à l'autre. Donc ça m'a beaucoup aidé et sans doute c'était le début de ma vocation d'écrivain. Avec des parents tout à fait formidables. Et ça aussi, on le voit quasiment dans tous les parcours de vie que vous racontez, le rôle des parents. Alors, c'est une banalité que de le dire, parce qu'il est essentiel en toutes circonstances. Oui. Mais j'allais presque dire, il est encore plus quand on a un enfant neuroatypique. C'est ça. Il y a l'histoire, par exemple, de Billy qui est non-verbal. Et lui, mais c'est un enfant doté de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'humour, de beaucoup de sensibilité, mais ça ne passe pas par la parole. Donc il était obligé d'apprendre autrement. Et la maman, le papa aussi, d'apprendre avec lui comment faire, quelle technologie utiliser pour l'aider à s'exprimer, la peinture aussi, la musique, d'autres moyens qui n'ont pas l'obligation de passer par le langage, parce que pour lui, le langage, c'est quelque chose qu'il n'utilise pas. Qu'il ne peut pas utiliser. Alors, un peu aidé par la technologie, lui, il y a quand même... beaucoup de technologie, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il a une tablette, on peut utiliser les voix. Ça, c'est des choses formidables, parce qu'il y a quelques années, tout ça était absolument impensable. Exactement. Vous dites que vous écrivez ce livre pour donner une place dans la littérature aux personnes neuroatypiques, pour les personnes neurotypiques, mais c'est aussi une façon d'écrire pour ces personnes neuroatypiques. Vous aviez dit il y a quelques années, dans un entretien au journal Le Monde, il faut permettre aux malades de prendre confiance, d'assumer leurs différences. Vous écrivez pour elles aussi, j'imagine, pour ces personnes. J'écris pour ces personnes qui ne sont pas écrivains. Enfin, il y a eu quand même une romancière aussi dans le livre, reconnue, et qui parle ouvertement de sa neurodiversité. Ça aussi, c'est nouveau, puisque autrefois, on ne parlait déjà pas de l'autisme, mais quand on en parlait, on avait peur d'en parler, parce qu'il y avait tellement de clichés. C'est le cas encore aujourd'hui, sans doute. Donc le livre aussi est moyen d'aller à l'encontre de ces clichés-là, d'exprimer toute l'humanité, toute la richesse de la vie intérieure de ces personnes. Il faut être anglais pour prononcer correctement le prénom de cette écrivaine. Je vais vous laisser faire. Le nom de famille, c'est Dolan. Misha Dolan. Misha Dolan, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. C'est une irlandaise. Oui, voilà. Oui, mais bon, bref, vous ferez ça toujours mieux que moi. Puisqu'on a commencé ce petit portrait, cette visite de ces 9 personnalités, il y en a un totalement étonnant, j'ignorais complètement, c'est Daniel Craig, c'est le Ghostbusters, le comédien. SOS Fantôme. Ouais. Blues Brothers, oui, un immense acteur hollywoodien, comique, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, mais toute son enfance, tout son parcours s'explique quand on le regarde à travers le prisme de l'autisme, en fait. Et il a eu le courage, il y a 20 ans, d'en parler. C'est un homme très pudique, il parle très très peu. J'ai pas pu la voir directement, mais j'ai eu sa famille, j'ai eu ses amis d'enfants, j'ai eu ses professeurs, ses voisins, des gens qui ont grandi avec lui et qui m'ont donné des anecdotes qu'on n'a jamais vues publiées ailleurs. Et on voit vraiment à quel point l'autisme, sans doute, c'est un handicap, ça peut être très handicapant, mais c'est aussi une source de créativité. Et une ressource extraordinaire. Inouïe. Daniel Tammet est écrivain et poète. Il publie donc aux arènes des pierres, ils ont fait des étoiles. Mais vous l'avez peut-être déjà découvert dans de précédents livres, Daniel Tammet. Je pense à Je suis né un jour bleu, qui était sorti en 2009. Son autobiographie a embrassé le ciel immense. C'était chez J'ai lu en 2011. 1 million d'exemplaires vendus, traduits dans 24 langues. On le retrouve juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ce matin, vous nous proposez un petit retour dans le passé. On va essentiellement faire de l'histoire, même de la préhistoire. Un petit peu de SVT quand même au passage, à l'occasion de l'ouverture de cette exposition. C'est à Toulouse, elle s'appelle Géant au pluriel. Effectivement, on part au Muséum de Toulouse avec, il y a 66 millions d'années, une météorite qui a terrassé une grande partie des reptiles marins, les reptiles volants et tous les dinosaures, à l'exception des oiseaux. Cette extinction massive permet alors le développement de petits mammifères qui avaient jusque-là vécu dans l'ombre des grands, et progressivement ils vont conquérir des habitats laissés libres, ils vont se diversifier et pour certains ils vont grandir jusqu'à atteindre des proportions gigantesques. Voilà un petit peu, si vous voulez, le résumé de cette exposition qui vous attend à Toulouse. J'ai quelques exemples à vous donner pour que vous ayez justement une idée. On a, alors je vais essayer de le prononcer, le Gigantopithecus blacki.
Voilà, vous savez, c'est un singe asiatique, haut comme 3 orangs-outans. Un orang-outan, j'ai quand même regardé sur internet, c'est environ 1 mètre, donc il faut imaginer 3 mètres de haut. Il y a aussi le Gastornis laurenti, un oiseau qui est géant mais qui est incapable de voler, qui est pour la première fois au muséum d'histoire donc naturelle de Toulouse. Vous avez aussi un cachalot préhistorique, mastodonte long de 17 mètres à découvrir là aussi au muséum. Et puis sinon un maguetarium, c'est un paresseux géant, 6 mètres de long, 4 tonnes, des griffes de 30 centimètres. Vous avez les images qui passent. Oui, on a une idée de l'échelle parce qu'on voit des enfants à côté. Qui sont à côté avec les parents. Il y en a un qui va parler justement aux enfants. Si vous connaissez la saga L'Âge de glace, il y a le Smilodon, cet animal qui ressemble à un tigre. C'était Diego, souvenez-vous, tigre à grandes dents et 2 mètres de long. Et puis le dernier, c'est pour celles et ceux qui adorent les serpents, j'en suis sûr, c'est l'ancêtre du boa, 14 mètres de long, tout simplement le plus grand serpent de tous les temps. Comment est née cette idée de faire une exposition sur tous ces géants? Alors, il y a Francis Duraton, il est paléontologue, conservateur et directeur du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse depuis 2011. Pour lui, lorsqu'on évoque la question des animaux géants, c'est immédiatement l'image des dinosaures qui vient à l'esprit du public. Et pourtant, les archives conservent la mémoire de très nombreuses espèces géantes, voire gigantesques, qui ont fréquenté les océans ou foulé le sol de la planète, à l'heure où justement les derniers géants de la planète, comme les éléphants ou les baleines, sont menacés d'extinction. Ces fossiles exceptionnels doivent nous alerter sur la nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour sauvegarder justement notre biodiversité. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser le public. On a eu quelques images d'artefacts ou de fossiles qu'on voyait dans l'expo, mais elles s'organisent comment? Alors, il y a 8 espaces donc méconnus du Cénozoïque, c'est la période dont il y a eu donc ces animaux. 66 millions d'années, on vous l'a dit, 3 squelettes de taille réelle, 5 sculptures en 3D. Là aussi, les nouvelles technologies vont vous aider à mieux comprendre dans quel espace vivaient ces animaux. Vous allez aussi rentrer dans la peau d'un paléontologue. Oui, vous allez mener des recherches à travers différents dispositifs interactifs. Vous allez également pouvoir apercevoir de nombreux spécimens qui sont surgis du passé. Une proximité, une fascination va se créer entre vous et ces animaux, avec une corpulence et une force qui leur donnent davantage de poids. On l'a vu sur ces images. Mais qui a ses inconvénients, non? C'était assez fragile à cette époque pour ces animaux. Ils ont donc cédé la place à des animaux un peu plus communs, donc au fil des ans. C'est une exposition qui est tout public, qui est produite aussi en partenariat avec l'Institut Royal et Sciences Naturelles de Belgique, qui a été adapté au Muséum d'Histoire de Toulouse. Vous avez le temps d'en profiter puisque c'est jusqu'au 29 juin, mais ça vient d'ouvrir, attention. L'entrée, c'est 12 € environ, tarif réduit de 8 € et puis c'est gratuit pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. C'est du mardi au dimanche pour en profiter de 10h à 18h et vous avez le site qui s'affiche en bas si vous souhaitez prendre vos places. Billetterie, justement, muséum.toulouse-métropole.fr pour en savoir plus. Merci beaucoup, cher Guillaume. C'était géant, bien évidemment. En 2004, il a battu le record d'Europe de récitation des décimales du nombre pi, 22 514, énuméré sans faute en 5 heures et 9 minutes, après 3 mois d'entraînement. Daniel Tammet est l'invité du Grand Oral. On parlait, Daniel Tammet, du rôle des parents. Je crois que vous devez beaucoup à votre mère particulièrement pour tout ce qui est de l'apprentissage des regards, des attitudes. Ça a été tout un sujet, là, quand on vous voit, quand je vous vois. Vous avez une attitude tout à fait commune, pardonnez-moi, votre neuroatypisme ne saute pas aux yeux. Mais ça a été des années d'apprentissage pour vous, d'arriver à ce qui, pour d'autres, peut sembler naturel. Oui, l'autisme, c'est un handicap invisible. Ça ne saute pas aux yeux, justement. Mais c'est une lutte quotidienne pour aller vers l'autre et comprendre les personnes dites neurotypiques, comment les gens se comportent entre eux, comment regarder les gens, pas trop, un peu quand même. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que je montre le rôle de la culture aussi dans tout ça, parce que là, dans notre culture à nous, c'est-à-dire en Angleterre ou en France, ici, il faut regarder les gens dans les yeux, au moins un peu, tandis qu'au Japon, parce qu'il y a une japonaise, l'histoire de Kana. Absolument, Kana Grace. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Oui, chercheuse en psychologie qui a découvert assez tardivement pareil son autisme grâce à un psychologue aux États-Unis, puisqu'elle a fait ses études aux États-Unis. Et qui a choisi, de travailler elle-même sur la solitude des personnes autistes. C'est ça, parce que là aussi, longtemps, on imaginait que les personnes autistes ne ressentaient jamais la solitude, parce que on est trop dans notre tête, apparemment. Et en fait, non, bien sûr, on ressent même profondément la solitude à force d'être si différent.
des autres est souvent rejeté comme tel. Et Cana a beaucoup étudié sur ce sujet. Et vous partez du regard, pardon, je vous ai interrompu, mais effectivement, regard, au Japon, c'est très différent. C'est très différent. Elle a témoigné du fait que là-bas, il fallait ne pas regarder les gens dans les yeux. Et quand elle, autiste, elle regardait les gens dans les yeux, justement, on lui disait non, il ne faut pas faire comme ça, Cana, il faut pas. Et elle se sent depuis toujours étrangère, en fait. Un peu comme moi. Pour ça que j'ai choisi la France. Je vis ici depuis 16 ans maintenant. Je parle le français, c'est ma langue quotidienne. Je pense même en français. J'écris plusieurs de mes livres en français. Ce rapport à l'autre est quelque chose de complexe. Mais c'est justement quelque chose qui ressort dans ces 9 portraits dont vous avez vous aussi déjà parlé, ce sentiment d'étrangeté au monde. Oui. Comment on peut le décrire? C'est comme avoir l'impression, comme vous venez de le faire, d'une certaine façon, de dire, ben voilà, moi j'étais anglais, mais je vis en France, et au fond c'est une étrangeté permanente qui ressemble un peu à ça? C'est une étrangeté choisie aussi, parce que l'autisme c'est quelque chose, on est né autiste, c'est pas un choix, c'est pas forcément quelque chose de négatif tous les jours, mais il faut quand même comprendre le fonctionnement, essayer de trouver un environnement qui l'accueille, qui peut comprendre aussi comment ça fonctionne, les choses qu'on trouve plus faciles peut-être que les personnes neurotypiques, les choses qui sont plus difficiles aussi. Souvent les personnes neuroatypiques se sentent étrangers dans leur pays d'origine parce que même pour ce qui est de la langue maternelle, ils ont du mal à l'apprendre, à utiliser avec subtilité toutes les nuances, les métaphores, les jeux de mots. Ça vient avec le temps, mais il y a un retard assez important qui fait que c'est comme une langue étrangère, il faut l'apprendre comme telle. Même sa langue natale est une langue étrangère. Même sa langue natale. Daniel Tammet, dans ce même article du Monde il y a quelques années, vous résumiez votre philosophie de vie en ces termes, je vous cite, « L'important, ce n'est pas de vivre comme les autres, c'est de vivre parmi les autres ». J'ai trouvé que c'était une leçon de vie qui vaut absolument pour tout le monde. C'est une leçon d'humanisme, c'est pas spécialement pour les neuroatypiques. Et c'est une belle leçon d'ailleurs. Merci. Oui, c'est ce que j'essaie de faire en écrivant, de raconter les récits qui sont finalement universels, qui touchent tout le monde. On a tous connu la solitude, qu'étudie la brillante Cana dans ses études. On a tous connu les moments enfants de difficulté, des obstacles surmontés. On a tous envie d'apprendre des choses, des personnes qui pensent différemment, qui ont un autre regard sur la société. On sait que le XXe siècle, c'est une période très difficile. Il y a des guerres, on a vécu la période Covid, on a vécu beaucoup de bouleversements sur le plan politique aussi. Avoir les regards qui changent, les regards nouveaux, c'est très intéressant. Je trouvais l'aventure politique de Cédric Villani à cet égard quelque chose de courageux et de très intéressant parce qu'il portait justement un regard différent sur la société. Voilà, aventure un peu cuisante quand même, parce que d'une certaine façon, Mal lui en a pris. Mais c'était pas facile, mais ça montrait finalement ça disait plus finalement sur les personnes neurotypiques, sur les hommes et les femmes politiques qui veulent garder leur main sur la société comme telle et ne pas ouvrir grand les bras et les portes à des personnes qui peuvent apporter peut-être des solutions différentes, mais qui peuvent fonctionner, puisque pour changer, mais il ne faut pas toujours garder les mêmes façons de penser, les mêmes personnes. Il faut inventer de nouvelles erreurs, pas refaire toujours les mêmes. C'est ça. Le rôle des parents, fondamental, on l'a parlé, le passage par l'école, et ça ils en parlent quasiment, ou elles en parlent, les personnalités que vous avez interrogées quasiment toutes. Ah oui. Oui. Là, on se rend compte, alors certes, certains sont un peu âgés, donc on peut, comme vous le disiez, il y a quelques années, on en parlait moins, mais il y a un défi majeur qui est au minimum de sensibiliser tous les enseignants et puis d'en former un certain nombre. Bien sûr. Parce que ça peut être catastrophique, l'école. Autisme dit fonctionnement cognitif différent. Donc il faut l'accompagner, il faut le comprendre, il faut l'aider. Il ne suffit pas de donner les mêmes cours de la même manière à tous les élèves. Puisque les styles d'apprentissage sont tellement différents. Ça pose un défi, c'est très compliqué, puisque les professeurs ont beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais beaucoup de professionnalisme, mais n'ont pas forcément le temps
d'apprivoiser tout cela, trouver une façon d'enseigner pour un type d'élève et puis en faire autrement pour un autre. Donc, il ne suffit pas simplement de demander aux professeurs, il faut aussi demander à l'État les ressources sans doute supplémentaires pour mieux être informé, formé, et puis peut-être les classes plus petites, si possible. À court terme, bien sûr, c'est pas possible, mais peut-être à plus longtemps, repenser les cours, repenser les manuels, repenser la classe, les espaces où il y a peut-être plus moyen d'échanger, y compris entre les élèves, pour que chaque élève puisse se dire, mais moi, je vois les mots en couleur. Ah bon, mais quelle couleur? C'est quoi? On peut même faire l'hypothèse que ça profitera à tout le monde. Exactement. Parce que généralement, dans une société, quand on s'occupe des plus fragiles ou des personnes en situation de handicap, c'est magique, ça profite absolument à tout le monde, même aux valides. Je crois qu'on les a à peu près toutes citées, les personnalités dont vous avez fait le portrait, comme ça, au fil de l'émission. Néanmoins, est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a particulièrement impressionné, ou vous vous attendiez pas à, ou je ne sais pas? Je pense que c'est l'histoire qu'on n'a pas citée encore d'Amanda, australienne, donc autiste, mais aussi née aveugle. Et donc, doublement handicapée, pénalisée en quelque sorte, et en même temps, elle a énormément de créativité. Amanda Tink, elle utilise le toucher, bien sûr, elle lit avec le braille. Invention formidable des Français. Louis Braille, c'est qui ça. était enfant quand il a inventé ça. C'est ça, incroyable. Et puis aussi par le son, par lui, elle arrive à entendre de la même manière que nous, notre cerveau interprète la lumière, elle interprète les sons d'une manière incroyable. Si elle était ici, j'ai un tasse d'eau devant moi, elle serait capable d'entendre si la tasse est à moitié remplie ou pas. Parce elle que l'explique très bien. Enfin, vous lui faites expliquer très bien dans le livre d'ailleurs. Comment son cerveau fait cela. Voilà, parce que pour ses nous, oreilles sont nos yeux, quoi. En fait. C'est ça. Pour nous, voyants, équivalent. Autistes ou pas, c'est incroyable. Donc ça m'a bouleversé son histoire. Et puis elle a fini par avoir un doctorat. Malgré ce double handicap. Elle étudie un poète que vous aimez bien. Les Marais, que vous-même traduisez en français. Que j'ai traduit en français et qui était parmi les favoris pour le prix Nobel. Il était très grand poète, autiste également. Donc ce qui a beaucoup étonné les critiques, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc à plein de niveaux, je trouvais ce parcours vraiment bouleversant, extraordinaire. Daniel Tammet, qui est écrivain, poète, traducteur, on l'aura compris, et qui publie donc aux éditions des Arènes des Pierres. Ils ont fait des étoiles. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. C'est l'heure du conseil de famille. Comment gérer les enfants qui font des grosses colères. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Candice Anzel, conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des crises de colère, ces moments où nos adorables enfants se transforment en petites tornades émotionnelles. C'est difficile à gérer. Il y a quelques petites astuces quand même qui permettent d'apprendre à désamorcer ces fameuses tempêtes. On va déjà, pour commencer, comprendre d'où elles viennent, ces tempêtes, d'où elles viennent ces crises. Vous le voyez venir, sourcils froncés, joues rouges, poings serrés, torse bombé, le ton qui monte et paf, le volcan entre en éruption. Alors, les jeunes enfants, en fait, vivent leurs émotions de manière intense et n'ont pas encore, en fait, tous les outils pour exprimer verbalement ce qu'ils ressentent. Ce qui fait que, comme leur cerveau est encore en construction, eh bien, ils ont du mal à gérer les frustrations. Donc, quand un besoin n'est pas satisfait, eh bien, la crise éclate. On ne s'inquiète pas. Non, pas de panique. C'est tout à fait vraiment normal au niveau de leur développement. Par contre, pour éviter cette tempête, on peut déjà l'anticiper. Donc, on peut essayer d'observer les signaux avant-coureurs. La faim, la frustration, la fatigue. C'est vrai qu'un enfant qui est fatigué, c'est une bombe à retardement. Donc, quand on voit ces signes, le mieux, c'est d'anticiper, par exemple, avec une pause goûter ou une sieste, par exemple. Ça marche plutôt bien. Alors, une petite astuce pratique aussi, c'est de faire diversion. On change de sujet. Exactement. Regarde ce beau panneau. Super. Tu as vu? Magnifique. Non, mais attends, extraordinaire. Et si on faisait une petite chanson et ça marche généralement très bien. Ça suffit vraiment des fois à éviter apaiser la tension. Exactement. Bon, vous connaissez tous l'histoire de la casserole avec le lait qui déborde. L'idée là, c'est de ne même pas enlever le couvercle. Non, c'est directement de baisser le feu. Donc l'idée, c'est vraiment, on ne va pas attendre que ça déborde. On va tout de suite baisser.
Ok, super. Mais ça, il faut pouvoir le faire parce que parfois, on est soi-même en tant que parent dans un certain état de nervosité et on perd un peu nos moyens et on perd cette lucidité. Alors, sachez que si justement on perd notre calme, eh ben, la crise, elle s'aggrave. Donc, pour rester zen dans ce genre de situation, je vous invite à essayer la respiration carrée. Alors, l'idée, c'est d'inspirer pendant 4 secondes, bloquer 4 secondes ensuite sa respiration, souffler pendant 4 secondes et rebloquer sa respiration pendant 4 secondes. Et on enchaîne comme ça avec 3-4 cycles et ça fait descendre en fait directement le cortisol et du coup ça fait beaucoup de bien. Je viens de faire le test, je suis d'un calme olympien et ça me permet de dire que donc ça sert à rien de crier plus fort. Non, alors ça ne fait surtout qu'empirer la situation. Voilà. C'est sûr que si on dit à un enfant arrête de pleurer et en criant, ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer d'accueillir plutôt l'émotion et aider à reformuler en fait ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer pour lui. Par exemple, je vois que tu es en colère parce que tu voulais se jouer, c'est normal que tu te sentes frustré. Mais tu l'auras pas, mais tu l'auras pas. Mais tu l'auras pas quand même. L'enfant se sent compris et forcément il peut se calmer beaucoup plus facilement. Alors, autre petite astuce pratique, de créer un coin, des émotions. Ouais, j'aime beaucoup ça, c'est un espace calme. Déjà parlé une fois. Exactement. Des coussins, c'est ça? Alors, il va y avoir des coussins, il va y avoir des petites peluches, des livres sur les émotions qui vont l'aider justement à identifier ce qu'il ressent. Et ça apaise quand même pas mal d'avoir un coin comme ça à la maison. Dans les motifs de colère enfantine, il y a l'impuissance de l'enfant face à la vie qui est compliquée. Il y a d'autres petits trucs qui permettent, à la limite de la diversion et de... Alors, l'idée, c'est qu'on peut leur proposer des choix. Voilà. On va leur donner le sentiment de contrôle. Et c'est vrai que quand un enfant a ce sentiment, en général, ça désamorce souvent les crises. Donc, par exemple, on peut lui dire, tu préfères mettre le manteau noir ou le manteau bleu ce matin? Voilà. Donc, on lui laisse un choix. Il a l'impression de choisir. Donc, pour le goûter, tu préfères un yaourt ou une compote. Il a ce sentiment de choisir, donc ça lui fait vraiment du bien et ça désamorce les crises. En tout cas, quand c'est juste des petites crises de colère et qu'il n'y a pas de pathologie ou de problème grave derrière, ça fonctionne extrêmement bien. D'autres petites méthodes? Une fois, je me souviens, l'année dernière, vous nous disiez qu'il fallait cogner des coussins ou je sais pas quoi, non? Oui, alors il y a le coussin de la colère qui fonctionne très bien. L'idée, c'est d'utiliser ces 2 points fermés et de taper plusieurs fois en déchargeant, donc on peut crier même en même temps pour vraiment décharger toutes les tensions. Il y a également le fait de, par exemple, alors en sophrologie, il y a ça marche très très bien, c'est le souffle de la bougie. Donc on va dire à son enfant d'imaginer qu'il y a une bougie. Alors si on est avec lui, on peut lui mettre même une petite bougie. Et l'idée, c'est qu'il va devoir souffler tout doucement, en faisant vaciller, mais sans éteindre la bougie. Donc ça va calmer le système nerveux et ça va du coup le calmer directement. Autre chose, il peut taper des pieds sur le sol très vite. Pour se faire des amis surtout s'il a des voisins qui détestent. Ça fait descendre les tensions. Pareil, si on veut éclater du papier à bulles, déchirer une feuille de papier. C'est bien, comme ça, c'est les parents qui sont... Exactement, qui ramassent derrière. Et qui sont super énervés à la fin. Tout est bon pour transformer cette colère et afin qu'elle ne soit pas, du coup, qu'elle ne se transforme pas en violence. Ok, le plus important peut-être, c'est une fois la crise passée, on ne laisse pas tout comme ça. On revient. C'est l'occasion vraiment d'apprendre à l'enfant à mieux réguler ses émotions. Donc quand tout redevient calme, on va aller discuter tranquillement en lui disant que peux-tu faire justement la prochaine fois que tu es en colère. Donc on va lui proposer des solutions, de venir faire un câlin, la bougie ou autre chose, mais en tout cas pour lui apprendre à réguler la prochaine fois que ça arrivera. Super. Candice, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour tous ces bons conseils et ce conseil de famille. Daniel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Des pierres, ils ont fait des étoiles. 9 intelligences hors du commun racontées par l'auteur de Je suis né un jour bleu. C'est aux éditions Les Arènes. Je vous en recommande vivement la lecture. C'est un plaisir littéraire autant qu'un moment où on a l'impression d'apprendre un tas de choses. Que sans ça, on n'aurait pas su du tout parce que c'est vraiment un univers très très particulier dans lequel vous réussissez à nous faire rentrer. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Coralie Roulet, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec Alexis Oustabassidis au son et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour ce qui est du grand oral sur les principales plateformes de podcast.